Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être connectés et de vous connecter à distance, où que vous soyez confinés, en France ou encore à l'international. Je vois pas mal de membres qui viennent un peu partout, qui nous rejoignent de New York, de Madrid, de Genève. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de transformation digitale et plus particulièrement de l'impact actuel de la crise sur la transformation digitale des grands groupes aujourd'hui. Et pour ce faire, je suis ravie d'accueillir nos deux intervenants aujourd'hui. Donc, Jean-Christophe de Marta, ex-senior vice partner du New York Times, et Mathieu Éloin, Chief Development Officer chez BPI France. Donc, c'est un super panel d'intervenants. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation, qui viennent de deux univers très différents, opposés même, que sont la presse privée et la banque publique d'investissement. Merci à vous. Voilà, vous avez partagé chacun votre retour d'expérience et votre vision autour du sujet de la transfo dans les prochaines secondes. Leurs échanges seront modérés par Julien Laure. Hello Julien. Julien qui est le CEO de Théodo. Théodo qui est un partenaire French Founders. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Théodo est une scale-up française de conseil et de réalisation dans le digital entre Paris, Londres et New York. Voilà. Avant de donner la parole, Julien, je rappelle en quelques secondes les règles de ce webinaire. Donc, à l'exception des speakers et des intervenants, les caméras et les micros sont coupés afin de permettre une intervention plus souple et plus nette. Vous avez néanmoins la possibilité de poser tout au long de l'intervention vos questions dans l'onglet Q&A qui est juste en bas de votre écran. Et Julien reviendra sur certaines de ces questions en live au fil de la discussion et peut-être un peu avant la fin de la session s'il nous reste du temps. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Voilà, c'est tout pour moi. Julien, je te laisse le micro et je te dis à tout à l'heure. Merci Manon. Donc effectivement, le format webinar, c'est un moment de solitude face à un écran. Donc les chats mettent de l'animation. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à écrire, ça fait du bruit et c'est intéressant. On avait monté ce webinaire parce que le 13 mars, on a eu un basculement inédit et incroyable de l'ensemble de la population qui a dû se confiner. Et ça a eu un impact incroyable sur les entreprises. Et on a des chiffres notamment qui sont complètement hallucinants, avec 50% des salariés qui sont aujourd'hui en chômage partiel, une grosse partie de la population qui a dû télétravailler. Et en préparant, si on venait quelques années en arrière, c'est quelque chose qui aurait été impossible de continuer à travailler à distance. Et une grosse partie de la possibilité de travailler à distance, ça s'est réalisé grâce au digital. Et c'est pour ça que le thème nous paraissait intéressant, c'était de creuser et d'avoir une discussion vraie et réelle sur comment les grosses boîtes ont réagi et ont dû réagir sous la contrainte souvent à cette obligation de confinement et de travail à distance. Comment le digital en fait a pu avoir un effet positif ou pas positif. C'est l'idée de la discussion et je suis assez content et très heureux d'en discuter avec Mathieu et Jean-Christophe parce que nous, Théodo, comme l'a dit Maud, on est au cœur du réacteur avec nos clients, donc on est dans la soute. Et on a vécu les turbulences en direct avec eux et on a observé vraiment trois types de comportements, des clients qui ont eu un business qui était complètement stoppé, appuyé en off en une semaine, et donc qui ont tout arrêté du jour au lendemain, qui sont renfermés sur eux-mêmes et qui ont tout conservé pour essayer de préserver au maximum leur trésor. On a des clients qui ont dû s'adapter parce que leur business était menacé, mais ils avaient la possibilité grâce à la tech qui était diffusée dans leur boîte, de réagir, de penser des nouvelles offres, de contrer leur business qui était attaqué. Et on a des clients qui ont profité de la crise parce qu'ils avaient créé en fait cette transfo très tôt et du coup ils ont été capables de réagir super vite et de continuer à même gagner des parts de marché. Et c'est vraiment ces trois comportements qu'on a observés et c'est pour ça que je suis content d'en parler avec Jean-Christophe et Mathieu. Jean-Christophe parce que tu as passé 10 ans au New York Times et c'est le journal le plus lu au monde et c'est intéressant d'avoir ton regard côté journaliste de cette crise. Et Mathieu parce que félicitations, grâce à BPI, tu es devenu le plus grand financeur des entreprises en France. Donc c'est une forte responsabilité et en fait ça s'est joué en très peu de temps. Donc
c'est intéressant d'avoir tous les deux votre regard sur ce qui s'est passé et d'avoir des histoires, des curiosités. Je pense qu'on a tous envie de savoir tout ça. Donc, je vais commencer par toi, Mathieu, parce que on discutait, tu as eu un double enjeu. C'est à la fois, tu as basculé des milliers de personnes qui bossaient en physique en agence à distance. Et en même temps, on t'a demandé de réveiller l'économie française qui subit une crise cardiaque très très forte. Et donc, j'aimerais savoir un petit peu comment ça s'est passé, si tu peux nous raconter. Je pense que ce serait très intéressant d'avoir ton feedback. Avec plaisir, Julien. Bonsoir à tous. Ravi de participer à ce talk. Effectivement, on vit un moment historique et pour tous les fans de digital et de la transformation digitale, c'est une opportunité absolument unique. On aura l'occasion d'en parler. Donc nous, effectivement, comme tu le dis, le 13 mars, le 16 mars, c'est le choc. Il faut basculer environ 3500 personnes, plus nos prestataires qui sont de l'ordre de 1000, à domicile, et pouvoir continuer à faire fonctionner la banque publique d'investissement qui est absolument centrale dans le support aux entreprises et dans le financement des entreprises, encore plus en période de crise, évidemment. Donc ça a posé tout de suite des enjeux majeurs qui sont des enjeux auxquels on ne pense pas forcément. Il y a des équipes qui sont pourtant essentielles dans l'entreprise. Ce sont les équipes du réseau. Parce que quand vous basculez 3500 personnes, voire 4500, donc avec les prestataires extérieurs, et qu'il faut se connecter sur des réseaux sécurisés, eh ben, il faut avoir en place la bande passante nécessaire et les tuyaux, ce qu'on appelle de VPN, qui sont des canaux de bande passante sécurisée à distance. Et donc là, il y a une course folle qui s'est faite en quelques jours pour permettre de basculer donc sur des liens sécurisés. On était allé jusqu'à maintenant sur des tests en grandeur nature à travers les grèves à 1500 personnes. Là, on est passé à 3000 et donc on a dû mettre en place des tunnels en 3-4 jours sur Amazon pour permettre en fait à l'ensemble de ceux, aux développeurs, à ceux qui travaillaient sur les applications de back-office, de middle office bancaire, aux investisseurs de pouvoir se connecter et réaliser leur mission à distance. Donc c'est un truc, c'est énorme et pour tous ceux qui n'avaient pas prévu, notamment les boîtes un peu plus grosses, ça a été un goulet d'étranglement. Nous, on a la chance d'être actionnaire d'Orange, donc d'avoir pu faire des escalades pour faire passer la bande passante d'Orange de 1 giga à plusieurs gigas aussi pour permettre cette bascule. Donc ça, c'est extrêmement concret dans la partie, le début de la guerre. Le début de la guerre, c'est aussi comment je travaille à distance et comment je collabore avec mes équipes. Et donc, heureusement, on avait déployé des outils collaboratifs et Teams parce qu'on travaille avec Microsoft et qu'on utilisait Teams, est devenu la première application dès le day one du SI pour que les équipes puissent continuer à collaborer. Et je vous donne un troisième exemple aussi de crise majeure, c'est que quand vous êtes dans les régions françaises, vous n'avez pas forcément la même bande passante. On n'est pas privilégié comme à Paris ou comme dans les grandes métropoles. Quand vous vous retrouvez en Auvergne, Rhône-Alpes ou dans la Creuse, et bien là, il faut trouver des solutions pour pouvoir parler aux salariés, aux collaborateurs. Et donc, on a mis en place notamment des formules type Zoom ou type Livestorm, qui est notre petit chouchou, pour faire des conférences à distance. Donc ça, c'est 3 exemples de chocs très, très concrets. En parallèle de cette urgence absolue de direction, on s'est retrouvé avec une urgence absolue économique. Donc, avec le confinement, c'est la crise cardiaque de beaucoup d'entreprises, c'est l'arrêt du chiffre d'affaires total, et donc pendant ce temps-là, les frais qui courent, et donc une pression totale sur le gouvernement pour trouver des solutions de financement et pour supporter la trésorerie des entreprises. Et donc, l'État, le 18 mars, nous mandate pour créer la plateforme PGE, qui est la plateforme des garanties d'État, pour permettre à l'ensemble des entreprises françaises, ou du moins
quelques salariés, de pouvoir obtenir un prêt bancaire rapidement pour soutenir leur trésorerie. Et donc là, on a eu le plaisir d'ailleurs de travailler avec les équipes de chez Julien pour monter en 5 jours une plateforme capable de soutenir aujourd'hui, on est à 400 000 entreprises et on est à une distribution effectivement de prêts bancaires avec l'ensemble des collaborateurs bancaires des grandes banques commerciales de plus de 50 milliards aujourd'hui quand on se parle à ce séminaire. Et donc là, pour construire cette plateforme en quelques jours, en fait, c'est tout ce qu'on a appris sur le digital ces dernières années. C'est les partenaires avec qui on avait bien travaillé jusqu'à maintenant qu'on a appelé au secours pour construire cette plateforme et la livrer à l'État et aux banques dans les temps, donc en exactement 5 jours. Donc c'est une prouesse dont on est très très fiers chez BPI France collectivement. Voilà 2 exemples tout à fait opposés, un par la tech basse du digital et l'autre par le canal lourd avec tous les éléments de cloud, de tech les plus développés aujourd'hui pour fournir des plateformes à haut volume super sécurisées. Petite anecdote aussi, c'est que dès que nous avons lancé ces plateformes, nous avons été attaqués, évidemment, parce que nous sommes une institution publique et donc nous avons été soumis à des attaques, à des cyberattaques auxquelles nous avons extrêmement bien résisté grâce à l'ANSSI, grâce à la RSSI informatique BPI France. Et du coup, toutes les bonnes pratiques habituelles de sécurité informatique là ont montré qu'elles étaient indispensables dans des moments aussi critiques que celui où on était. Ok. Tu dis ça parce que c'est la fin de saison du Bureau des légendes, Mathieu. Écoute, j'ai la saison 5 qui m'attend. C'était pas fait cloner. Ok. On est à la 6. Ouais, merci Mathieu. Toi Jean-Christophe, tu as bossé 25 ans dans les médias et dans la presse, et c'est pas la première crise que tu as passée, on en parlera. Mais celle-ci, elle est inédite et l'info, elle continue de tourner. Donc, comment les journalistes se sont adaptés au passage justement au confinement et au Covid? Alors, les journalistes, en fait, et la presse en général, ne s'est pas arrêtée, comme vous avez pu le constater, parce que on s'informe tous les jours à travers la télé, mais aussi les journaux, à travers les sites Internet, à travers tous les médias que l'on connaissait. Il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas eu d'arrêt. Donc là aussi, et même dans les versions papier, la presse a été considérée comme l'une des activités essentielles par le gouvernement. Le droit à s'informer est quelque chose qui est essentiel, en tout cas dans les démocraties occidentales. Et les journalistes ont le droit de sortir, les imprimeries continuent de tourner et les journaux continuent d'être distribués, en tout cas du mieux possible. Je ne dis pas que c'est parfait et que c'est à 100% dans le cas, mais en tout cas, dans la grande majorité des points, c'est quand même, les journaux sont approvisionnés. Et ce que l'on voit à travers nos sites Internet, c'est qu'on a besoin d'informations dont les journalistes font un travail absolument, je trouve, moi en tout cas, assez remarquable. Ils sont confinés comme tout le monde. Ils doivent travailler de chez eux. Je peux vous dire que dans les grandes entreprises de presse, il n'y a plus personne dans les immeubles comme partout ailleurs. Les entreprises suivent les consignes à la lettre et donc ils doivent s'adapter, faire leurs reportages et leurs papiers depuis leur domicile. Et lorsqu'ils doivent se rendre sur des lieux pour faire quand même des papiers parce qu'ils doivent se déplacer, rencontrer du monde, ils doivent évidemment en référer, demander l'autorisation à leur hiérarchie. Ils sont impactés comme tout le monde parce que dans les entreprises, il y a des cas de Covid. Parfois, c'est le cas au New York Times, il y a eu même des décès. Donc voilà, donc ce sont des gens qui font un travail au quotidien qui est absolument remarquable. Ce qui est pour nous aussi assez intéressant, c'est que le président Macron, dans son allocution du 13 avril dernier, a rendu hommage aux journalistes. On parle beaucoup de toutes les professions qui, évidemment, sont en première ligne, bien évidemment les personnels soignants, les chauffeurs routiers, les enseignants, enfin toutes sortes de… Évidemment, on parle beaucoup des
des gens qui continuent à produire, des gens qui sont dans les magasins, les gens qui continuent à livrer, mais il a mentionné les journalistes et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant venant de sa part, parce qu'on ne pense peut-être pas forcément aux journalistes et à la presse comme une activité essentielle dans ces temps-là. Or, la presse, dans les périodes de crise, elle est essentielle. C'est aussi vrai dans les périodes de guerre. La presse a toujours joué un rôle. On a besoin, face à une actualité qui est absolument colossale et aussi complexe que celle-là, on a besoin de comprendre ce qui se passe et on a besoin de se référer à la presse. Donc, ce que l'on voit, c'est que les gens se tournent vers les médias. En plus de ça, chose absolument unique dans cette crise-là, c'est qu'on est confiné, donc les gens ont le temps de lire. Donc évidemment, les audiences aussi explosent. Mais je voulais quand même noter le travail assez remarquable de certains journalistes, évidemment en télé, en presse écrite. Toute l'infographie, j'aimerais également mettre en avant le travail assez incroyable d'infographie qui est fait, et notamment des articles qui analysent parfois des données extrêmement complexes pour rendre justement cette information la plus lisible possible. L'information, on la voit, elle est parfois source de polémiques. Est-ce qu'on doit confiner, pas confiner, chloroquine, pas chloroquine, pourquoi est-ce que telle zone est impactée et pas telle autre? Pourquoi est-ce que l'Iran est impacté, pas l'Irak? Pourquoi est-ce que la République dominicaine est impactée et pas Haïti, alors que c'est une petite île qui est partagée entre ces deux pays? Bref, les exemples sont multiples. Il y a énormément de choses qui rendent le journalisme dans cette période-là à la fois très complexe, mais aussi absolument essentiel, parce qu'on a besoin de ce recul pour comprendre et pour ne pas tomber aussi dans toute forme de surenchère. Alors évidemment, dans ces périodes-là, c'est aussi comme c'était le cas avant la crise. C'est des périodes où les fake news circulent. Mais justement, après, il y a des marques d'information qui sont fortes, qui sont là, qui sont crédibles, auxquelles on peut se référer et qui jouent tout à fait leur rôle. Alors, petit exemple également pour montrer l'aspect technologique, on va dire le fait de pouvoir faire un journal à distance comme cela et qu'il n'y ait pas d'arrêt. Évidemment, tout ça n'est possible que parce que la technologie est là. Je vous disais il y a quelques instants qu'effectivement, les immeubles sont vides, mais comme je regardais lors d'un autre webinaire il y a quelques jours, Sébastien Bazin qui disait « Je suis tout seul avec quelques collaborateurs dans l'immeuble d'Accor ». Je crois qu'il y a quelques collaborateurs, plus et certainement, notamment dans les services informatiques qui sont là, pour s'assurer que tout ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de coupure. Donc là aussi, la technologie a permis à la presse de continuer à faire son rôle. C'est absolument essentiel. Et je terminerai peut-être cette première partie en disant que Macron a rendu hommage aux journalistes. C'est assez bien, et évidemment, je trouve remarquable de sa part. De l'autre côté de l'Atlantique, le président Trump continue à traiter le New York Times et le Washington Post de fake news. Dans des périodes comme celle-ci, on a plutôt besoin on va dire, de l'apport de tout le monde, et c'est mieux de leur rendre hommage en tout cas. Merci. Et ce que tu dis, Jean-Christophe, sur la résilience, elle est intéressante. Et on en parlait, Mathieu, un peu en off tout à l'heure. Tu disais que c'est un test grandeur nature de la résilience des entreprises. Plus personne ne peut se cacher. Et tu parles de la BPI un peu comme une start-up, mais la BPI, c'est public. Donc, c'est pas vraiment un secteur qui est élastique dans le monde bancaire. Donc, qu'est-ce que tu as appris de ça, côté de BPI, tu vois, sur l'élasticité de la boîte? Qu'est-ce que tu en retiens? Écoute, ce qui est bien, c'est que quand on est dans des situations de guerre, en fait, c'est là où on voit les gens, c'est là où on voit les leaders positifs qui arrivent à effectivement faire avancer les sujets, à ne pas paniquer. Et donc, naturellement, ce qu'on a vu, c'est ceux qui pouvaient tirer et poser les solutions face à la crise. Voilà, je nommerai personne, mais ça a été assez impressionnant justement de voir ceux qui se sont structurés pour faire face à la crise. Nous, ce qu'on a vu, c'est on a la chance d'avoir une maison qui est absolument solidaire. Et donc, on a vu un truc de dingue, c'est que
En fait, il faut s'imaginer que du jour au lendemain, chez BPI France, il y a à peu près tous les jours 500 sollicitations d'entreprise. À partir du 16 mars, il y avait entre 6 et 10 000 demandes rentrantes d'entreprises par jour. Donc une incapacité totale à un réseau physique qui lui-même était combiné, des hotlines téléphoniques qui étaient totalement saturées, qu'il a fallu basculer totalement en digital. Et là, pour le coup, on n'arrivait pas à traiter le flux rentrant avec les chargés d'affaires et les chargés d'entreprise de BPI France. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a monté en fait des chaînes de solidarité avec tous les métiers. Et tous les métiers, on a fait appel à des volontaires, donc, et on a réussi à mobiliser 600 personnes chez BPI France pour créer une chaîne de volontaires, pour pouvoir rappeler les entreprises, rappeler les flux entrants, pour préqualifier avant de confier les dossiers d'entreprise à des chargés d'affaires bancaires qui eux-mêmes étaient capables de monter les solutions ou bien de rerouter les entreprises vers les partenaires bancaires ou régionaux. Donc ça, cette chaîne de solidarité, elle a été incroyable. Elle s'est totalement appuyée sur le digital. Donc là, en fait, tous ceux qui avaient construit les ponts, tous ceux qui avaient construit les autoroutes digitales se sont retrouvés aussi, et donc moi j'ai la chance, une grande partie de mon équipe a pu en fait déployer toutes ces solutions au service des volontaires pour traiter les demandes, le marketing digital pour réussir à envoyer des informations à nos clients entreprises et à nos entreprises qui appelaient, et aux entreprises prospects qui n'étaient pas clients de BPI France mais qui appelaient à l'aide. La banque en ligne qu'on avait créée depuis 4 ans, qui est un des plus gros programmes d'investissement qu'on a porté là au sein de la direction, est devenue la première application du SI. Hein. Donc tout simplement. Et à ce moment-là, il y a un truc incroyable, c'est que le temps se raccourcit et nous, par rapport au plan stratégique qu'on avait posé de transformation digitale de la société, je pense qu'on a gagné en un mois 2 ans. 2 ans. 2 ans de culture, 2 ans d'usage des outils digitaux en interne. Donc c'est monstrueux. Je veux dire, toutes les résistances sont tombées. Et finalement, c'est le pragmatisme. Parce que là, c'est pas qu'on n'avait plus le choix. Les collaborateurs n'avaient plus le choix. Il fallait qu'ils utilisent des solutions digitales. Et donc, ils sont rentrés dedans et ils ont vu que ça fonctionnait. Et du coup, ils sont mis à les utiliser massivement. Et ça, c'est quand même une leçon incroyable. C'est d'autant plus dur de faire de la transformation et de la conduite du changement quand on a le temps, quand on est sur des business qui tournent, quand il n'y a pas d'urgence. Et en fait, les moments d'urgence sont des moments absolument extraordinaires en termes d'opportunités pour, révéler les talents, 2, faire ressortir les solutions technologiques. Et donc, je veux absolument pas paraître immoral dans mon discours vis-à-vis d'une crise qui est absolument terrible à la fois pour les hommes et les femmes et les entreprises. Mais la situation est extrêmement permet d'accélérer les transformations digitales et effectivement de tester la résilience des boîtes qui, elles, n'avaient peut-être pas pris conscience de l'importance stratégique de cette transformation. C'est un très très bel exemple. Et moi, donc, en tant que Chief Digital Officer, je suis très heureux de tout ce qu'on a mis en place depuis 3 ans. Et aujourd'hui, toute l'équipe reçoit, je dirais, la lumière et devient et sont aux premières loges du front actuellement chez nous. Ok, merci Mathieu. Jean-Christophe, une question d'Olivier qui dit que finalement l'organisation d'aujourd'hui qui s'est optimisée et soutient, est-ce que ce n'est pas le nouveau schéma de demain pour la presse?
Je crois, je crois qu'on pourrait peut-être se dire cela de tous les secteurs d'activité. Enfin, moi, on a tous des amis autour de nous à qui on parle et qui disent, en fait, ce confinement ne se passe pas si mal, on travaille tous très bien chez nous. Et en fait, on pourrait peut-être continuer comme ça dans le futur. Je pense que les journalistes sont comme beaucoup enfin, comme certaines professions, sont déjà des gens qui sont amenés à bouger. En tout cas, pour ceux pour les reporters. Ils sont rarement, on va dire, au bureau, ils bougent, ils vont rencontrer du monde, ils vont sur des terrains d'opération, ils vont sur des zones de conflit, de guerre. Donc, c'est des gens qui sont habitués déjà à travailler à distance. Ce qui est peut-être plus nouveau, c'est pour toute la partie édition. Et cela, effectivement, on pourra peut-être en tirer des enseignements. Mais oui, c'est quelque chose. Je pense que dans toutes les activités, on va se dire, bah oui, on peut faire les choses autrement. Maintenant, moi, je pense aussi que le contact, je parlais à un certain nombre de journalistes qui disaient, mais normalement, il y a une journaliste qui a travaillé, enfin d'ailleurs, un groupe de journalistes qui ont travaillé sur un papier assez fascinant sur la course au vaccin. C'est une course mondiale, cette course au vaccin. Il y a des grands labos on va dire, voilà, se tirent la bourre depuis des mois, bien avant d'ailleurs qu'on commence vraiment à rentrer dans la crise et dans le confinement. Et elle me disait que voilà, normalement, elle aurait été rencontrer les gens qu'elle signe dans son papier, les gens, bon, elle dit, voilà, j'ai dû le faire à distance, j'ai dû le faire par téléphone, j'ai dû le faire par email. Donc oui, peut-être, mais voilà, donc elle s'est adaptée à cette nouvelle contrainte. Maintenant, je pense quand même que le contact voilà, humain sera nécessaire. Je pense on va tous regarder la manière dont on travaille de manière différente. Je crois que les journalistes étaient déjà assez prêts. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu je pense, de rupture dans la manière de fonctionner et surtout une activité quotidienne. C'est comme les journaux, c'est une pression permanente en fait pour livrer l'information en temps. Voilà, dans les délais impartis sont toujours très très courts. Donc oui, grande adaptation, c'est sûr. D'accord. Il y a une question d'Aurélia qui pose la question, en fait, peut-être plus pour Mathieu. La question, c'est quelles sont les initiatives prises lors du retour à la normale pour ne pas faire de bond en arrière en termes d'adoption d'outils digitaux? Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement qu'on va revenir sortir de ce mode un peu exceptionnel, qu'on revienne sur nos réflexes d'avant? Il y a toujours un risque, mais je dirais que la preuve par la valeur a été faite. Donc en fait, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pouvaient être conservateurs en se disant que tout ça n'avait pas forcément de valeur. Et là, ils l'ont vu à l'œuvre et ils l'ont eux-mêmes utilisé. Donc déjà, il y a une barrière naturelle parce qu'il y en a qui se disaient je ne vais jamais arriver à utiliser ces outils. Finalement, ils se sont retrouvés de fait avoir besoin de les utiliser et se sont rendus compte que ce n'était pas la mer à boire. Donc finalement, ces barrières-là, elles ont sauté. Il y a plus, c'est de la timidité ou la peur de ne pas y arriver. Ben ça a disparu. Donc ça, c'est absolument essentiel quand on appréhende des nouveaux outils, des nouveaux process. Je pense que de l'autre côté, on est parti quand même pour une, une évolution du travail dans les entreprises profonde. On ne va pas revenir à justement 100% de travail, 100% de travail au bureau. On va rester, on a vu là en vrai que les entreprises, bon, moi je parle de la mienne, mais en particulier BPI France, là, fonctionnaient très bien, voire à certains égards on faisait des miracles à distance. Donc ça veut dire que tous ceux qui pensaient que c'était impossible de travailler à distance, de se travailler de chez soi, c'est faux. Ça va poser d'autres questions, évidemment, mais je pense qu'on ne reviendra pas en arrière là-dessus. Le travail à distance va progressivement se développer, on ne va pas passer de 100% à zéro à nouveau, on va passer justement, et ça fait partie des réflexions du COMEX BPI France d'ailleurs, que de trouver des bonnes solutions avec la DRH autour de l'organisation du travail. Donc non, moi je suis plutôt très confiant au contraire sur les prochains mois.
Pour compléter ce que tu dis, je parlais avec un client qui me disait qu'un projet, un de ses projets qui ne sortait pas en 9 mois, depuis 9 mois, était sorti en une semaine. Du coup, ça le faisait réfléchir sur qu'est-ce qui ralentit l'organisation en temps normal. Et que du coup, ça va dans ton sens de se dire que finalement, il y a peu de risques qu'on revienne à l'état initial. Il y a une autre question, toujours d'Aurélia, qui du coup te met à la retraite, peut-être Mathieu, ça dépend de sa réponse, qui demande c'est quoi l'avenir d'une direction digitale ou d'un CDO dans le futur? Est-ce que c'est un job qui est voué à disparaître quand les transferts digitales seront terminés? Tu as une réponse par rapport à ça? Il y a la réponse dans la question. Quand est-ce que les transformations digitales seront terminées? En fait, c'est ça la question. Et comme aujourd'hui, l'évolution des usages, des technologies est massive, je pense que ça ne va pas s'arrêter, au contraire, ça va s'accélérer. Il y a toujours un rôle fondamental d'accompagnement de ces nouvelles façons de travailler, ces nouveaux produits, cette nouvelle culture. Et ça, les métiers un peu plus régaliens, ils auront toujours du mal à s'adapter. Et donc, il faudra toujours les accompagner, les aider et toujours tirer en fait l'organisation vers l'avant. Parce que nous, on le voit, l'essentiel, moi, de mon job, de ma mission, de la mission de l'équipe, c'est d'être à l'avant et d'essayer d'aider l'ensemble de la maison à intégrer les nouvelles technologies, les nouveaux usages et réinventer un peu la façon dont on fait le métier de banquier, le métier d'investisseur. Voilà. Je pense c'est comme tout. On va pas, je crois que la boucle ne va pas se finir. Je ne pense pas. D'accord. Il y a deux autres questions. Question de Davezac, je n'ai pas le nom, je suis désolé par avance. Donc, la question, c'est les grandes sociétés, surtout dans la finance, sont soumises à des obligations d'organisation en matière de BCP, donc Business Continuity Plan, et de DRP, donc Disaster Recovery Plan, pour qu'elles s'en sortent bien. Ces règles, elles coûtent cher, mais en période de crise, ça a montré que c'était vital. Pourquoi ces règles ne sont pas élargies à d'autres sociétés, voire à l'État en lui-même? Donc, je pense qu'en tant qu'État, représentant de l'État, Mathieu, tu dois apporter une réponse. Alors, attends, c'est une bonne question. Les grandes. Tout à fait. Je pense que côté BP, vous avez des équivalents à mettre en place. Oui, mais enfin, j'espère que nous avons ce genre de plan. Nous avons de la redondance de data center, nous avons tout ce qui va bien sur le cloud pour faire de la réplication de données, etc. Donc oui, mais effectivement, comme c'est dit dans la question, ça a un coût. Mais ça a un coût, mais ça fait partie de la résilience des entreprises. Donc moi, je crois que alors je crois beaucoup, là pour le coup, c'est le cycle des technologies. C'est qu'au début, c'est plus accessible pour les grandes entreprises parce que c'est des gros investissements. Mais au fur et à mesure, les sociétés et les éditeurs commencent à descendre et à proposer des solutions pour les PME, pour les TPE, pour le grand public. Donc je crois que tout ça, y compris nous, prenons la plus petite entreprise, c'est-à-dire une personne aujourd'hui, quand elle bosse chez elle, aujourd'hui j'ai plein de moyens de répliquer mon information, j'ai le moyen d'avoir mes photos en cloud et d'avoir finalement mon disaster recovery plan personnel. Donc aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de solutions à tous les niveaux d'entreprise. Il y a une question très concrète de Camille Lang qui demande est-ce que tu peux revenir sur les étapes de la création de la plateforme PGE et comment vous êtes organisé en interne pour la monter en un temps record? Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Pour moi, la première chose, c'est qu'on a monté ce que j'aime bien dire, c'est une cordée. C'est qu'on on a regroupé des gens extrêmement compétents, à la fois sur le produit, sur la tech, sur l'infra, d'ailleurs, dont quelques éminemment membres du groupe Théodo. Donc le premier truc, c'est déjà de créer la meilleure équipe, la meilleure team. Et ensuite,
c'est de se mettre, vu qu'on avait un délai extrêmement court, c'est de tout timeboxer, toutes les décisions. Finalement, il faut prendre des décisions en permanence. Donc, c'est que tout le monde avance au même rythme, dans la cordée. C'est pour ça que l'image de la cordée est très très bonne. C'est-à-dire que quand on monte en montagne, quand on est en cordée, il faut que tout le monde avance à la même vitesse. S'il y en a un qui n'avance pas à la bonne vitesse, toute la cordée se met sur le plus mauvais. Et du coup, là, il faut être que des bons pour avancer extrêmement vite. Donc là, on avait une gouvernance très rapprochée, petite équipe, c'est pas des grosses équipes, c'est des petites équipes, mais avec que des très bons sur chaque sujet. Et du coup, également, tout le protocole de gouvernance et toutes les doit être extrêmement resserré. Et derrière, on doit absolument se comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réexpliquer les choses. On les dit une fois et finalement, le porteur produit, quand il parle à la tech comprend. Quand la tech parle au porteur produit, le product owner comprend. D'accord ? Donc, quand on a en fait cette qualité de communication, et là je parle, on est au-delà même des méthodes agiles telles qu'on me vend toute la journée. C'était là on est dans l'extrême agilité de la cordée qui monte en montagne. Hein. Donc en un geste, et en montagne aussi, il faut se faire ou en plongée, là, on se fait un signe, on se comprend. Bon, bah là, on se dit un truc, le dev, il a compris ce qu'il doit faire. Ça, c'est absolument essentiel. C'est rare, c'est précieux, et je crois que ça dépend beaucoup des hommes et du coup et des femmes dans ces cordées. Et donc, il faut. Moi, j'ai une leçon, c'est qu'il faut toujours bien s'entourer. Voilà. Et de l'autre côté, savoir prendre des décisions en fonction du délai. Ça, c'est absolument essentiel parce qu'on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. Mais l'essentiel, c'est de dire, si moi, je veux faire le truc dans 4 jours, donc qu'est-ce que je prends comme décision là pour être sûr d'atteindre mon objectif dans 4 jours? Ok. Une autre question qui est quelles sont les compétences clés pour cette nouvelle entreprise digitale au-delà de l'adoption des technos? Est-ce que tu vois un usage croissant des méthodes agiles, design thinking, et est-ce que ça remet en question le management à l'avenir? Oui, parce que, alors oui et non, je pense qu'il faudra toujours du management. Hein. Le management, mais il faut du bon management. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux managers. Donc, le management, ça s'apprend. C'est difficile. Voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de couches de middle management qui ne sert à rien. C'est juste pour faire plaisir à des gens dans leur évolution. Parce que du coup, ils se disent je suis manager, sinon j'ai raté ma vie. Bon, et ça induit finalement beaucoup de couches hiérarchiques qui réduisent l'agilité. Donc moi, je n'aime pas trop les millefeuilles. Je pense que ça, effectivement, il faut absolument repenser les organisations pour qu'elles ne soient pas millefeuilles. Après, oui, l'agilité, il y a plein de méthodes. On en teste pas mal. Je pense que la vraie agilité, c'est que chacun soit hyper responsable et bon sur son sujet. Voilà. Maintenant, il y a des méthodes qui permettent effectivement de réussir en respectant ces règles. Donc, je crois qu'elles sont dans le cadre habituel. Je pense qu'on peut s'y référer pour réussir en moyenne des projets plus rapidement. Quoi. Toi, tu as observé aussi ça, Jean-Christophe, de ton côté, dans ta transfo digitale que tu as mis en place? Au niveau du management, je veux dire. C'est-à-dire le fait que le rôle du manager est plus le même dans un job où tu as beaucoup de digital, le fait que tu aies une autre manière de travailler. Est-ce que tu as des gens qui ont dû changer de métier, t'es recyclé d'une autre manière? Des changements de métier, on en a eu plein. Je pense qu'il a fallu déjà que nous, comme on était en plus de ça
entreprises de presse comme traditionnelles sont des vieilles entreprises. Donc, il y a eu des changements tellement profonds qu'il a fallu changer énormément de choses, les mentalités, il a parfois fallu changer les hommes. Et les managers qui sont restés sont ceux qui ont su s'adapter. Et maintenant, le mode de management, oui, je pense qu'il a été en tout cas essentiel dans le fait que dans le degré d'adaptabilité de l'entreprise et des différentes équipes. Et je pense que ça, je rejoins effectivement ce que dit Mathieu. Il y a beaucoup de managers qui en fait ne managent pas. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, bien sûr, choisir les hommes, choisir les équipes, changer les structures lorsqu'il faut les changer, apporter les nouvelles compétences parce que voilà, la technologie demande aussi d'amener des nouvelles compétences dans les entreprises. Parfois, on les a pas toujours en interne, il faut aller les chercher à l'extérieur. Mais dans la manière de manager, oui. Je pense que cette période, en plus de ça, nous montre qu'il manager à distance, là aussi, c'est une nouvelle compétence qu'il faut arriver à développer. Et même si demain, effectivement, on doit travailler de plus en plus voilà, de chez soi, c'est quelque chose, c'est ça aussi, il y a des techniques, il faut savoir gérer les gens à distance. Moi, j'ai fait ça pendant très, très longtemps dans les différentes fonctions que j'ai eues. Les gens qui ont des responsabilités internationales, en général, savent faire ça parce qu'ils ont des équipes qui sont disséminées à travers le monde. Donc, on est déjà dépendant, on va dire, des outils, mais il y a aussi la manière de gérer, gérer les hommes. Donc, oui, oui, bien sûr. Ça, c'est des choses ça va devenir plus, je pense, une constante voilà, aujourd'hui, c'est peut-être l'exception, mais ça va devenir quelque chose d'assez fondamental et essentiel demain, bien sûr. Ok. Du coup, ce qui est intéressant avec la presse, c'est que pendant des années, on a tapé sur la presse, on continue à taper dessus, en disant qu'ils mettent du temps à se transformer, et pourquoi la presse va moins vite que la musique, notamment. Tu vois, il y a peut-être des parallèles qui sont pas mal là-dessus. Finalement, toi, c'est pas l'impression que c'est une revanche de la presse finalement en ce moment? J'espère que c'est une revanche. Mais en fait, c'est vrai que le parallèle avec la musique, beaucoup de gens l'ont fait. Et je pense qu'il y a eu des similitudes dans la manière dont ces deux industries ont évolué ces derniers temps, mais je pense qu'il y a quand même un changement, enfin qu'il y a une différence quand même fondamentale entre la presse et la musique. La musique, en fait, au moment où le digital est arrivé, on a changé notre manière de consommer la musique. Il y a eu un problème à un moment donné parce que la musique devenait quasi gratuite, on va dire, sur Internet, avant que les formes de streaming arrivent. Mais en réalité, on achetait toujours de la musique directement pour le produit qu'était la musique. Le problème de la presse, ce n'est pas un problème d'audience, en fait. C'est un problème de modèle économique. Et il a fallu que la musique adapte son modèle économique, mais aujourd'hui, on achète toujours de la musique. C'est par forme d'abonnement, mais on achète toujours de la musique. La presse, en fait, se vendait indirectement par le biais de la publicité. Et donc, même si la presse, aujourd'hui, évidemment, profite d'une nouvelle embellie, parce que le digital et les réseaux sociaux ont amené des niveaux d'audience inégalés dans toute l'histoire pour la presse. Donc, en fait, tous les journaux et tous les médias, on peut le dire, en fait, jouissent d'une audience qu'ils n'ont jamais connue auparavant, même dans leurs plus belles années, financièrement parlant. Le problème, c'est que le financement de ce qu'ils produisaient, et du journalisme notamment, provenait essentiellement de la publicité. Et la publicité, en fait, les géants de la tech et tout un tas d'autres acteurs de la tech ont mis la main sur la publicité. Et la publicité pour les médias, en fait, ne reviendra plus telle qu'ils l'ont connue jusque-là. Et il va falloir que les entreprises de médias apprennent à vivre avec beaucoup moins de publicité. Donc, la transfo digitale, j'étais j'écoutais Mathieu avec beaucoup d'intérêt. Effectivement, il y a des entreprises là qui, mis devant le fait accompli, ont dû s'adapter, ont dû se transformer et l'ont fait. Certaines l'ont fait de manière remarquable. La presse l'avait déjà fait et parce qu'elle était justement confrontée a été confrontée en fait à sa survie, tout bêtement. Donc en fait, la transformation des produits, des structures, des hommes, elle a déjà été faite.
Et ceux qui vont, on va dire, profiter de cette nouvelle, de cette crise, entre guillemets, sont ceux qui étaient déjà prêts, sont ceux qui ont déjà fait cette transformation, sont ceux qui ont transformé leur business pour vendre de l'abonnement et de l'abonnement digital. Donc, pour vendre de l'abonnement digital, il faut produire beaucoup, il faut produire une information de très grande qualité, parce qu'aujourd'hui, on fait très attention à ce à quoi on s'abonne. Il faut rendre cette information évidemment accessible. Ces produits, il faut qu'ils soient attractifs, il faut qu'ils touchent le plus grand nombre, mais également les plus jeunes. Il a fallu aussi, les entreprises de presse qui vont réussir demain sont ceux qui ont su renouveler leur audience et qui ont su attirer une audience beaucoup plus jeune. Pour cela, il a fallu recruter. Là aussi, il a fallu changer les hommes. Même au niveau des journalistes, il a fallu recruter des plus jeunes journalistes, parce que pour parler à certaines populations, il faut les comprendre. Il faut avoir des gens qui arrivent à écrire pour ces gens-là. Et puis, je dirais qu'il y a aussi on va dire, ce phénomène de transformation, on va dire, de l'entreprise qui doit être présente à chaque strate et chaque département de l'entreprise. Donc, celles qui ont réussi à faire ça vont s'en sortir. C'est le cas des grandes marques d'information. Il y en a quelques-unes qui vont très, très bien s'en sortir. Celles qui sont encore beaucoup trop dépendantes de la publicité, par contre, je ne pense pas que cette embellie d'audience qu'elles vont peut-être voir leur profite. Et malheureusement, il y a beaucoup d'ailleurs de journaux qui prédisent même la fin de la presse locale parce que la perte publicitaire telle qu'ils sont en train de la vivre là va être telle qu'ils ne vont peut-être pas s'en remettre. Et ils n'ont pas réussi dans les 10-15 années précédentes à transformer on va dire leur business. Le problème de la pub, c'est que il était déjà Alors, le problème de la pub, ce n'est pas que la pub baisse en général. Quand on regarde les investissements mondiaux, en fait, ils ne baissent pas. Simplement, c'est la répartition de cette publicité qui a changé. Et elle est beaucoup moins là pour les médias d'information. Et donc, c'est là où le bas va blesser pour certains parce qu'ils ne trouveront plus le financement nécessaire. Donc, par rapport à la musique, je dirais oui, dans l'impact que le digital a eu, ça a quand même été beaucoup plus violent pour la presse parce qu'il a fallu repenser la totalité du modèle. D'accord. Et question pour tous les deux, d'Aurélie Gérard qui vous demande, en un mois, vous avez gagné 2 ans de transformation. Qu'est-ce que ça change pour vous en termes de priorité? Quelles sont les choses à accélérer, celles qu'il faut abandonner? Alors, c'est amusant parce que en fait, la sélection s'est faite toute seule. Parce que justement, les choses qui marchent bien aujourd'hui sortent d'elles-mêmes, c'est-à-dire les solutions qui marchent bien. Et là, il n'y a pas de règle entre les entreprises, mais il y a des solutions qui ressortent, qui naturellement, si on mesure, comme on aime bien dans la culture digitale, mesurer via des KPI, si on mesure l'usage, on voit qu'elle explose, et on sait que c'est les bonnes solutions. On sait que l'usage est facile, on sait qu'il y a une adoption, etc. Donc là, justement, le stress test, nous, c'est un stress test, il permet de faire ressortir les solutions sur lesquelles il faut continuer à investir. Donc là, nous, en l'occurrence, massivement continuer la banque en ligne, massivement continuer la connaissance client à 360, parce qu'on a eu des interactions clients dans tous les sens, sur tous les canaux, par exemple. Massivement investir sur les outils collaboratifs à distance. Voilà, mais ce ne sont que quelques exemples qui sont totalement ressortis là. Massivement investir dans la signature électronique. Si on n'avait pas eu la signature électronique, si on n'avait pas bossé pendant 2 ans sur la signature électronique, et on avait été la première banque corporate à faire signer nos contrats de financement avec des boîtes en électronique. On aura été totalement stoppé. Et là, la plupart des banques, elles ont mis un plan d'accélération colossal dans la diffusion de la signature électronique pour pouvoir assurer la continuité de business. Voilà, pour essayer d'être au maximum concret,
sur les solutions. Oui, enfin, nous, de toute façon, ce que j'expliquais dans la question précédente, c'est cette transformation qu'il faut continuer à accélérer. Ce que je trouve assez intéressant, notamment dans ce que fait le New York Times, c'est qu'en réalité, dans toute la communication du New York Times, il ne parle quasiment que de digital. Il y a toujours un quotidien papier, un quotidien papier d'ailleurs, qui génère encore beaucoup de revenus. Mais dans toute la communication, c'est le digital qui prévaut. Et ce sont ces solutions d'abonnement, on va dire, sur le digital qui sont mises en avant. Et ça, il faut continuer. Il faut que les entreprises, même si effectivement le chiffre d'affaires pour certaines entreprises et encore sur d'autres produits, il faut que le digital soit beaucoup plus central, non seulement dans leurs solutions, mais également dans leur communication. Moi, je pense que cette crise va accélérer ce phénomène-là. Et donc celles qui l'ont déjà, on va dire, préparé vont en bénéficier. Les autres, voilà, il va falloir qu'ils se mettent à courir beaucoup plus vite qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Et puis le gâteau va être plus petit. Les entreprises auront moins d'argent. Donc je pense qu'on va passer d'un système on agilise à un système où on veut des résultats très vite. À mon avis. Il y a une question d'Elsa sur la presse, c'est comment monétiser un contenu de qualité sans pub ou abonnement? Est-ce qu'on peut sans pub? Ouais, sans pub, sans abonnement. Alors, sans pub, sans abonnement. Oui, sans pub ou sans abonnement, je ne sais pas comment on peut. Grâce aux subventions de l'État. En général, les solutions gratuites, elles démarrent pour générer une audience, générer un intérêt, mais après, il y a forcément un modèle payant qui arrive à un moment donné parce qu'il faut financer tout cela. Le problème, en fait, non, je pense que si le contenu est de qualité, il a forcément un coût. Et derrière, il faut qu'il soit financé d'une certaine manière. Alors, le modèle publicitaire, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les géants de la tech, c'est eux qui ont mis la main sur le modèle publicitaire, en réalité. Donc, il n'a pas disparu, ce modèle publicitaire. Simplement, pour les entreprises de médias, en fait, il est moins présent. Et donc, du coup, il faut trouver d'autres solutions. Il faut bien financer la production de contenu. Elle coûte très cher. D'envoyer des journalistes aux quatre coins de la planète et parfois dans des zones extrêmement difficiles et dangereuses, ça a un coût, c'est un vrai coût. Et je pense que dans nos démocraties occidentales, on a un lien à l'information qui est très fort. On ne peut pas considérer le monde sans être un minimum bien informé. Et donc oui, je pense que… Et ce que l'on voit, c'est que les lecteurs reviennent et que les gens s'abonnent. Comme les gens sont revenus à la musique en disant « en fait, je vais payer les 9-10 euros sur Spotify, Apple Music ou Tidal », en fait, ce que l'on voit, c'est que les gens de nouveau s'abonnent. Le New York Times a publié ses résultats du premier trimestre hier pour annoncer 6 millions d'abonnés. Et maintenant, il parle de 10 millions d'abonnés payants. Alors, c'est peut-être un cas à part et exceptionnel dans le monde de la presse, mais il y en a quelques-uns qui s'en sortent aussi très, très bien. Ça prouve qu'effectivement, on a la qualité a une valeur et que les gens sont prêts à payer pour. Derrière, il faut évidemment que les produits suivent. Et derrière, il y a une transfo d'entreprise qui est évidemment essentielle. Et là, voilà, on n'a pas le temps de développer sur tous ces points-là, mais bien sûr, ça passe par la techno, évidemment. Ok. On a une impérative de temps. Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Il y a Mathieu qui doit filer à Bercy dans 4 minutes. Mais pour conclure, je pense que ce qu'on apprend, c'est qu'on vit une crise sanitaire. On va probablement vivre une crise économique, ce qui fait que les opportunités vont arriver. Il y aura des cartes qui vont être abattues. Et l'urgence de la transfo digitale peut faire péter les blocages et les verrous qu'on a pu avoir habituellement parce qu'il y a une urgence qui fait qu'on doit se presser et peut-être prendre plus de risques. Du coup, il y a un enjeu de vitesse et de pragmatisme qu'on devrait voir dans les prochains jours. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on apprend. Et voilà ce que j'ai envie de dire sur la fin. Je te laisse la main, Elsa. Yes, merci beaucoup Mathieu. On te laisse, on sait que tu dois filer, tu enchaînes tout aujourd'hui. Un grand merci à vous tous, Christophe, Mathieu et Julien, au nom de toute l'équipe.
d'avoir partagé vos insights hyper intéressants à ce sujet pendant plus d'une heure. Merci également aux participants pour vos questions et interrogations. Et oui, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais on y répondra. Christophe, on ne t'oublie pas. Ce webinaire sera disponible en replay. Voilà, si jamais vous étiez arrivé en cours de route ou souhaitiez le revisionner. Si vous avez des questions ou souhaitez rentrer en contact avec nos speakers, n'hésitez pas à me solliciter pour que je puisse vous faire les introductions. Voilà, je vous dis à très vite pour nos prochains webinars et je vous souhaite un très bon week-end prolongé pour ceux qui bossent de la France. Salut à tous. Merci à Merci vous. beaucoup. Et